Bonjour à toutes et à tous. Je ne mets pas la vidéo ce soir, j'ai un peu une sale tête. Mes amis sarcastiques diraient: «Bah non, pas plus que d'habitude», mais si, si. Donc voilà, ça sera pour une prochaine fois. Grosse semaine sur les marchés. Personnellement, j'ai ouvert un compte, chez IBKR pour trader les options, du S&P 500. Donc c'était une grosse semaine pour moi. J'ai aussi un compte chez Bourse Direct et DEGIRO. Je dis ça parce que on en est toujours aux aspects quand même pratiques de comment on trade avec quel outil. Donc pourquoi j'ai fait un petit peu des arbitrages sur ces deux comptes pour pouvoir ouvrir sur IBKR, parce que IBKR, c'est les moins chers du marché, et notamment sur les options. Voilà. Donc après, au niveau de la plateforme, j'aime pas particulièrement. C'est, je pense, la pire en termes d'expérience utilisateur. C'est pas intuitif. Mais bon, c'est très puissant, c'est très peu cher, et ça offre à peu près tous les produits du monde. Et puis en plus, c'est très très sécurisé parce que chaque trader a un compte en banque séparé chez IBKR. Donc techniquement, c'est quasiment impossible de perdre son argent sur un courtier comme ça. Après, les deux autres que j'utilise, donc Bourse Direct et DEGIRO, c'est aussi des courtiers solides. Voilà, je fais aucune publicité, mais il y aura des moments où on va être amené à discuter de produits. Et typiquement, moi, ce que j'aime sur Bourse Direct, c'est qu'ils sont en partenariat avec Morgan Stanley, donc sur toute la partie produits de bourse. Donc il y a beaucoup de warrant call, warrant put, turbo, etc. KP Floré aussi. Donc ça, c'est pas mal. Il y en a moins sur, enfin il y en a moins. C'est pas les mêmes sur DEGIRO. Voilà. Et donc l'IBKR, où là, c'est quand même les grands spécialistes des options. Donc grosse semaine pour les traders, à mon avis, qui là, il y avait vraiment de quoi faire. Il y avait de la volatilité, il y avait des niveaux intéressants qui ont été respectés, donc il y avait vraiment des possibilités de points d'entrée et de points de sortie quand on fait du day trading. C'était peut-être un peu plus stressant pour les investisseurs qui ne sont pas couverts. Voilà. Mais ça, bah, c'est le. Alors, parmi ceux qui regardent, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont vraiment buy and hold, je ne sais pas, mais je pense que c'est quand même de plus en plus rare. Au moins mettre des stops sur des niveaux hebdomadaires ou mensuels. Là, on n'a pas cassé de niveau qui valide les tendances haussières, à part sur les crypto-monnaies. Donc, on n'a toujours pas cassé les niveaux sur les indices. Sur le dollar, on est limite. Euh, mais voilà, on est un petit peu à la frontière. Donc, il n'est pas encore trop tard pour ceux qui auraient des doutes sur la suite et qui ne seraient pas couverts pour mettre en place éventuellement des stratégies de couverture, sachant que le timing n'est pas forcément l'idéal dès lundi, parce qu'on peut tout à fait avoir une semaine de rebond. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux attendre que ça monte un peu avant d'acheter des couvertures. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on commence avec le S&P 500. Donc, j'avais fait une vidéo ici le 2 novembre. Donc c'était à la clôture ici en disant attention, je privilégie la baisse. Donc pour l'instant, le scénario se déroule parfaitement. On a eu cette petite consolidation et encore une semaine de baisse qui est venue tester ici notre niveau qu'on avait identifié. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que on va percer directement? Est-ce qu'on va consolider et percer? Ou est-ce qu'on va rebondir et repartir sur des nouveaux plus hauts? Donc, pour l'instant, moi, mon scénario privilégié, c'est toujours celui d'une continuation baissière. Je vise mon objectif principal qui se situe ici. Donc, ici, la clôture, le niveau de clôture hebdomadaire avant les Trump tarifs et qui nous fait arriver à peu près à 6111 points. Donc, de manière plus large dans cette zone, on avait identifié une diagonale et d'autres niveaux plus bas éventuellement avec des mèches. Donc, moi, ça sera un niveau d'achat pour moi si on y va. Euh, si on zoome un peu pour savoir ce qui va se passer cette semaine. Donc j'ai identifié un niveau de résistance pour la semaine qui est ici la différence entre la clôture de jeudi et le plus haut de jeudi. Et ce niveau est particulièrement pertinent parce qu'il correspond à des retracements de Fibonacci importants. Ici, sur cette vague de baisse, on est pour le cours de clôture sur les 61,8 de retracement. Et si on prend par rapport à l'ensemble de la baisse depuis le 29 octobre, on est ici pour la mèche haute au niveau de 61,8% aussi. Donc c'est une zone particulièrement importante il faudra pas clôturer au-dessus, sinon on risquerait de relancer une nouvelle figure et une nouvelle hypothèse. Mais pour moi, tant qu'on reste en dessous de ce niveau,
je conserve donc mon hypothèse baissière pour la suite. Donc, comment je vais jouer ça? Plutôt sur des achats en intraday pour couvrir mes positions vendeuses. L'idée, c'est pas de revendre mes positions vendeuses parce que moi, je veux aller chercher plus bas, mais quand même se couvrir pour ne pas perdre d'argent sur ces positions. Et donc ça, après, c'est du trading intraday, donc c'est pas l'objectif de cette vidéo. Et qu'est-ce qui pourrait faire que je renforce mes ventes? Ça serait une cassure ici de cette clôture euh, qui serait validée. Alors d'abord en intraday sur du 15 minutes et du 1 heure, et ensuite en journalier si on clôture bien en dessous, et qu'ensuite on peut tout à fait retester, mais tant qu'on ne vient pas repasser au-dessus et clôturer au-dessus, dans ce cas-là, j'estimerais que le signal baissier est lancé pour aller chercher l'objectif suivant. Par rapport à l'analyse, on a un élément qui renforce la possibilité d'une continuation baissière, c'est cette divergence de RSI qu'on avait identifiée en journalier à ce moment-là. Et en fait, quand on passe en hebdo, maintenant on voit bien qu'on a aussi une divergence de RSI qui est validée en hebdomadaire. Donc du coup, je vais changer ici parce que c'est un signal plus fort. Et voilà, on va juste ajuster un peu comme ça, mais on a bien ici une divergence hebdomadaire du RSI qui est validée. Donc c'est pareil, à la fin de la semaine, on pourra regarder, si jamais on n'a pas cassé le support, on pourra regarder où en est le RSI. Mais de toute façon, là, le comportement du RSI va être identique à celui de quasiment des cours, parce que comme il prend sur 14 périodes, en fait, la période qui sort de l'analyse, c'est celle-là, avec une clôture ici, et la période qui rentre, c'est celle-là, avec une clôture équivalente. Donc le passé ne va pas changer, c'est juste la bougie de la semaine qui va faire évoluer le RSI exactement dans les mêmes proportions que les prix, donc ça n'apportera pas d'informations particulières. Mais c'est toujours intéressant si on vient tester ici, par exemple, cette diagonale et que ça correspond au niveau de résistance sur les prix. Pour moi, c'est un argument supplémentaire pour dire ça risque de refluer. Voilà. Sur le DAX maintenant, on est à peu près dans la même logique, c'est-à-dire qu'on a testé une zone de résistance très importante. Alors la différence là, c'est que si on casse cette zone, on voit pas vraiment de support avant un niveau assez éloigné, à peu près 13%, si on prend le milieu de la zone. Là, je suis passé sur une vue journalière en cours de clôture pour y voir d'un peu plus près quels seraient les niveaux pour la semaine. Donc, on voit qu'on a cette clôture-là, on avait quand même cette clôture précédente, et là beaucoup plus haut, mais je sais pas si on pourra aller aussi haut, cette résistance. Et donc, si on regarde par rapport au retracement possible, il y a un niveau qui ressort plus que les autres, c'est le niveau des 50% ici. Donc, comme à ce stade, j'ai pas vraiment plus d'informations et d'indications sur le DAX, ça va être ma zone, on va dire ma zone cible pour, voilà, en cas de retracement, là, je serai vendeur. Sachant qu'avant ça, on a ici ce gap qui a été ouvert le 17 novembre et qui n'a pas été refermé. Donc ça, c'est un premier objectif très important à 23 532 en cas de rebond. Donc ce que je fais cette semaine, moi, lundi, si on ouvre dans les mêmes eaux, je vais couvrir mes positions vendeuses, puisque mon biais, mon scénario, c'est toujours celui d'un scénario baissier, mais avec le risque d'une semaine de rebond, en tout cas peut-être dans la première partie de la semaine. Et donc je vais acheter une petite position avec un levier assez fort. Je vais mettre avec un stop sous la résistance. Donc la résistance, pardon, oui, si, avec un stop sous la résistance. Donc la résistance ne sera pas loin. Le levier sera fort, donc ça veut dire que je vais bien calculer parce que le risque de perte sur la position il est important. Donc ça sera juste une position de couverture. Je ne vais pas tenter de gagner beaucoup d'argent avec ça, mais en revanche, si ça remonte, ça couvrira mes ventes. Voilà. Et comme d'habitude, je rappelle, moi, sur les positions sur les turbos, j'ai des stops à 50%. Donc, si j'estime que en dessous de, par exemple, le 22 900, faire un nombre rond, et ben là, c'est un signal de continuation baissière. Donc, ce que je fais, c'est que
je regarde le niveau par rapport à l'ouverture, donc à peu près moins 0,85%. Donc je prends un turbo avec une barrière désactivante à peu près au double, c'est-à-dire ici quasiment moins 2%. Et moins 2%, ça fait un levier de un peu moins de 50. Donc c'est quand même un très gros levier. Voilà. Donc sur cette position, j'accepterai de perdre 50% de ce que je vais investir, mais si ça remonte là, avec un levier de 50, et si en calculant bien la taille de ma position, bah, je serai couvert sur le reste et potentiellement même un petit peu gagnant, un petit peu de plus-value par rapport à la baisse des positions, de la valeur des positions. Ici, je vais quand même rajouter un autre niveau parce que sur cette jambe de baisse là, on voit que le niveau des 38% de retracement est très important. Il correspond ici à ce support. Euh, et comme en plus il est proche du gap qu'on a identifié, ça renforce d'autant plus la pertinence. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment de fortes chances que le marché aille chercher au moins ce niveau en retracement. Donc je vais le mettre comme une zone importante. Donc ici, pour être précis, on va prendre la fermeture du gap. Donc c'est pas ça. Et on peut tout à fait prendre le cours de clôture. Voilà. Ou éventuellement même, moi j'aime bien être un peu plus large, donc on peut prendre ici le point bas du jour précédent. Et là, on a une belle zone de résistance. Je ne sais pas si je shorterai sur ce niveau-là. Ça va dépendre vraiment là de comment ça se passe graphiquement en intraday, ou si j'attendrai en estimant qu'on va chercher le niveau suivant. En tout cas, voilà, si on fait un rebond lundi, enfin en début de semaine, pour moi ce niveau, c'est vraiment l'objectif majeur. Donc à 23 000, on va dire le plus bas, le gap à 23 532. Enfin sur le CAC 40, donc là la vision d'ensemble sur un mois. Donc on a cette congestion, on est sous ce gros niveau de résistance et on a potentiellement cette diagonale en support. Donc moi là je ne fais rien du tout sur le CAC, en tout cas sur l'indice, potentiellement des sélections d'actions au cas par cas, mais pour moi le comportement du CAC il est pas assez lisible à mon goût et je préfère être sur des indices un peu plus simples à trader. Donc je garde juste en tête que c'est le même principe, on est quand même à la baisse, on a rebondi sur un support et qu'il y a en plus là cette diagonale qui, si on la casse, validerait donc une continuation baissière vers le niveau suivant. Mais rien de spécial pour le CAC 40, c'est la même logique que sur les autres indices. Allez, maintenant on attaque l'or et les devises. Sur l'or, on a fait une semaine sans envergure. On voit qu'on comprime la volatilité. On est resté dans le range de la semaine dernière avec une volatilité quasiment 2 fois inférieure. Et du coup des niveaux qui se précisent et qui vont donner la direction. J'aime bien me mettre en 4 heures pour analyser l'or et les devises sur des échéances assez courtes. Et donc là, on voit que les niveaux de support et de résistance qu'on avait tracés précédemment ont très bien fonctionné avec les 2 bornes de ce range. Et donc j'ai ajouté aussi les bandes de Bollinger. Euh, et c'est ça, en fait, c'est la sortie, l'accélération soit par le haut, soit par le bas, qui va donner la tendance pour les prochains jours. Moi, j'ai un biais baissier parce que j'aimerais qu'on aille, enfin baissier à court terme, attention, hein, parce que j'aimerais qu'on aille chercher. Alors là, j'ai pas tracé les niveaux tant qu'on n'a pas cassé, mais il faudra refaire une analyse plus précise. Mais ça peut être aux alentours de 3710 ou un peu plus bas. Enfin, en tout cas, qu'on fasse une deuxième jambe de baisse avant de racheter pour viser un dernier mouvement de hausse assez significatif sur l'or. Donc à court terme, je suis un peu agnostique au sens où j'avais acheté, où j'étais acheteur, mais que je me suis quand même couvert avec des puts. Et donc j'ai des produits dans les deux sens. Donc si ça repart à la hausse, et ben mes gains sur les calls ou les achats vont rembourser mes pertes sur les puts. Et si ça part à la baisse, je revendrai avec des bénéfices et j'achèterai un petit peu plus de positions. Donc voilà comment je vois les choses. Donc pour la semaine, dès qu'on va sortir de cette congestion, parce que je pense pas qu'on puisse passer la semaine dans ce range ci étroit. Donc dès lors qu'on va sortir de cette zone de congestion,
il faudra suivre la tendance, sachant que tant qu'on n'a pas passé les deux gros niveaux, donc en haut vers 4250 et en bas vers 3930, on peut tout à fait continuer à consolider dans ce grand range. Donc c'est pas parce que là on casse par exemple 4000 qu'il faut se dire bon bah c'est bon, on va aller chercher 3700. Non, il faudra quand même valider aussi ensuite par une cassure de 3930. Mais moi en termes de trading, je jouerai ça en intraday, c'est cette cassure pour aller chercher ce niveau. Et si on casse ce niveau, là, je sais que le potentiel, le niveau suivant, que le potentiel de baisse est beaucoup plus intéressant. Donc j'aurai une position avec un prix d'entrée vers 4000, un stop un peu au-dessus, et je pourrai gérer comme ça et baisser le stop au fur et à mesure pour accompagner le mouvement. Et à la hausse, je suis un peu moins à l'aise, mais si ça doit casser les 4250, ben, il faudra que quand même au moins équilibrer pour pas que je perde sur mes positions vendeuses, donc éventuellement renforcer un petit peu les positions acheteuses. Ouais. Et ça, c'est vraiment du money management, mais en termes de trading, voilà, c'est d'abord la sortie de cette zone de compression, et ensuite les deux bornes qui sont importantes pour le mouvement sur la suite de la semaine. Sur le dollar maintenant. Alors le dollar, on est vraiment sur une zone très importante. Ça, c'est le dollar index. Et ça, c'était une clôture à la fois journalière parce qu'on est en daily, mais c'était aussi une clôture mensuelle. Euh, alors, techniquement, on a clôturé au-dessus ici le 4 novembre. Donc là, c'était le 31 juillet. Là, le 4 novembre. Et on revient tester. Bon, on a reflué, on revient tester, mais on n'a pas franchement cassé. Donc, je dirais que c'est plutôt, clairement, mon scénario, il est plutôt haussier sur le dollar, comme j'avais expliqué dans mes vidéos de Vision 2026, mais je ne sais pas quand on va y aller. Est-ce que cette semaine, on va réussir à casser? Moi, tant qu'on n'est pas sorti de la zone jaune, j'estime que c'est pas totalement validé. Donc les niveaux que je surveille, alors je ne traite pas en direct le dollar index, mais je traite l'USD yen, où on voit qu'effectivement on a un beau mouvement de hausse, mais ce niveau qui avait été identifié précédemment à 157,75, il a bien joué son rôle de résistance, donc ça a un peu reflué. Ce niveau bleu n'a aucun intérêt technique, c'est là où j'ai pris une position short. Moi, j'ai des positions longues en turbo avec des strikes assez éloignés, et j'avais pris sur cette résistance une position short pour être neutre. Donc, je suis toujours haussier, mais pareil, au jour le jour, quand on est sous une résistance et qu'on n'a pas tellement de raison de la passer, eh ben, je préfère me couvrir pour ne pas perdre sur ma position. Donc maintenant, moi, comme j'estime on peut rentrer en tendance, je vais gérer avec les clôtures, enfin avec les niveaux hebdomadaires. Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas en dessous de l'ouverture hebdomadaire, et a fortiori en dessous du plus bas, bon là c'est le même. Mais eh ben je reste haussier. Donc ça veut dire je garde mes positions longues, je ne les remets pas en question, et je gère éventuellement des shorts sous des niveaux clés. Donc là, tant qu'on reste, c'est-à-dire que si on va se rapprocher du point bas, je vais plutôt prendre des bénéfices sur les shorts en disant, moi, je pars toujours de l'hypothèse que ça va monter, et si le marché me donne tort et que ça continue à descendre, là, je vendrai mes positions longues. Voilà. Mais je vais le gérer vraiment très simplement en hebdomadaire avec des niveaux, les niveaux les plus bas et les ouvertures. Donc ici, si je devais mettre en stop, je mettrais un petit peu plus bas que les 154,37, donc par exemple 154,15 ou quelque chose comme ça. Voilà pour l'USD yen. Et pour l'euro dollar, bah pareil, hein, on est un peu donc à l'inverse. Euh, le dollar se renforce contre l'euro, donc l'euro baisse. C'est toujours un peu moins propre, hein, l'euro dollar, que le yen. C'est une monnaie qui est plus propre, un petit peu d'ailleurs comme les indices japonais qui sont assez propres techniquement. Donc là, je suis un tout petit peu plus prudent dans ma gestion parce que je trouve qu'il y a plus de pièges potentiellement sur l'euro-dollar, mais c'est le même principe. On a quand même fait un signal baissier puisque là on clôture à chaque fois plus bas, hein, en hebdomadaire. On le voit mieux en prix de clôture, on voit bien qu'on fait des clôtures plus basses. Maintenant, il y aura quand même un gros niveau. Je vais les ajouter. Donc ici, il y aura une première résistance vers 1,1330. Et là, il y aura une autre, un support, et là, il y aura un autre support vers un 11,60. Donc, en termes de trading, ça se gère comme l'USD Yen, mais à l'inverse. Là, j'ai des positions short qui sont mon scénario privilégié, que j'ai pas couvert ici avec des longs pour l'instant, mais
et je vais continuer à surveiller. Donc il y a cette cassure de cette première diagonale et les deux niveaux qu'on a identifiés. Si jamais on casse ce premier niveau à 1,1390, 90, là je vais renforcer. Voilà. Bon, avec le risque qu'on retrace quand même. Et donc je mettrai un niveau assez éloigné. À mon avis, avec vu que je pense qu'on pourrait retracer de 50%, j'achèterai plutôt des warrant put vers 1,1920. Donc, si on va là, qu'on casse, ça fait un peu plus bas, donc ça fait 5%, un peu moins de 5%, donc on serait sur un levier à peu près de 20. Donc, ça va. Pour des devises, c'est pas énorme. Ça se gère bien et on a le temps. En général, il peut y avoir des mouvements rapides, évidemment, hein, mais c'est pour ça qu'il faut quand même mettre son stop. Donc, moi, je le mets à 50%, mais il faut quand même mettre ses stops parce que ça peut être assez rapide. Mais pour le coup, là, je dirais qu'il est quand même assez propre, l'euro-dollar. Je vois pas de piège particulier. On verra. On verra on fera le bilan en fin de semaine. On termine avec nos trois cryptos majeurs. Donc cette semaine, là, c'est vraiment un cas d'école, hein, parce que les niveaux fonctionnent parfaitement. Donc on est venu tester cette grosse résistance vers 82 500 $, un peu en dessous, et on rebondit légèrement. Donc je n'ai pas de raison. Là, moi, je suis en dehors de ce genre de marché. Il y a beaucoup trop d'incertitudes. Les mouvements sont rapides et ils ne donnent pas d'indication sur de tendance en fait. Sauf que s'il faut jouer quelque chose, ça serait plutôt la baisse. En revanche, comme on est sur un support ici, je vais pas jouer la baisse maintenant. Si on revient à 100 000, 102 000, voire même 109 000, bon, ça serait un peu extrême, mais ça pourrait, ou 107 à la limite, le plus haut ici, ça pourrait être une opportunité de prendre un petit short. Voilà, tout petit. Mais en prenant un petit short et si on reprend ce mouvement de baisse, ça nous fait ensuite du cash pour pouvoir acheter plus bas. Donc, ce premier niveau, il est testé. Les suivants, ils sont vers 71 500 et le majeur vers 58 800. Bon, ça sert à rien d'ailleurs de donner les centaines puisque les zones sont tellement grandes que c'est vraiment des ordres de grandeur, hein. Donc, en gros, 80 000, 70 000, un peu en dessous de 60 000. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner avec le Bitcoin parce que on peut pas chercher des points. C'est vraiment des zones. Donc, je ne fais rien du point de vue du trading. Si ça casse, je continue à regarder. Là, je rachète pas, moi, 70 000. Enfin, je sais pas en fait. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'acheteurs. C'est une très grosse zone. Donc peut-être il y aura un petit achat ici, éventuellement. Mais moi, le niveau majeur que j'attends, sur lequel je préférais acheter, c'est plutôt 57, 58 000. Sachant qu'on avait dit que ça pouvait tomber à 49 000 pendant la semaine et puis réintégrer. Et donc, ça serait toujours valide, quoi. Ça serait pour moi le niveau ultime. Voilà. Sur les suivants. Donc, sur l'Ether, même principe, grosse semaine de baisse. On voit que c'est une grande zone, la zone du milieu là, qui peut faire support. Et effectivement, on est dessus. Et pareil, on rebondit, mais alors très timidement. Bon, moi je ne joue pas ce genre de rebond. Il y a beaucoup de spéculateurs qui le font, hein, et ça peut se faire. Mais comme de toute façon les pourcentages, si on veut mettre des stops ici, rien que la mèche elle est à plus de 6% derrière. Voilà, il faut le jouer éventuellement vraiment sur du très court terme, avec des signaux à 15 minutes. C'est pas l'objet de la vidéo. Donc là, moi, je fais rien. Ça peut tout à fait rebondir. Et comme sur le Bitcoin, à ce moment-là, ça serait plus pour moi une opportunité de prendre un tout petit short. Bon, mais pareil, il y a trop de volatilité pour pouvoir tracer des points, mais bon, si on remonte jusqu'à la ligne rouge, ça c'est évident. D'ailleurs, ça serait un retracement de 61,8%. Donc ça, c'est quand même un niveau très attractif. Et puis là, il y a quand même le plus haut intermédiaire qui est vers les 50%. Bon, voilà, on peut prendre éventuellement une petite position vendeuse ici vers 3630 et une autre vers 3900 pour aller chercher plus bas et voilà, pour aller chercher le bas de la zone ici. Sachant que sur les terres, le potentiel de baisse est encore plus important que sur Bitcoin. Donc on aurait un potentiel sur le niveau actuel de moins 60% si vraiment il y avait un crack.
et avec des niveaux majeurs intermédiaires déjà à moins 35%, voire et moins 43%. Bon, donc clairement, moi, j'achète pas maintenant avec ce marché qui est quand même fébrile. Et sur maintenant le XRP, donc, alors moi je préfère le XRP aux autres euh, parce que je trouve que le ratio rendement-risque est meilleur, même si c'est éloigné. Hein. Cette zone elle est absolument énorme. On est à moins 25%. Donc on va pas s'amuser. Enfin, comment dire, il faut pas. Ça dépend de la position. Là, il faut prendre vraiment des positions sans levier. Euh, Ça m'ennuie toujours d'acheter un actif si je pense que les autres de la même classe vont baisser parce que il peut pas monter tout seul. Il y a un moment, les détenteurs ils vont vendre de XRP, ils vont vendre aussi leur position juste pour se couvrir, pour pouvoir se couvrir sur leur position perdante sur les autres. Donc même si j'y crois plus, c'est compliqué de rentrer en ce moment. Bon, peut-être que je vais ouvrir une toute petite ligne, juste un petit peu pour prendre date, que si ça perd 25%, je renforce, je double, et que ensuite bah, je mets un stop avec le risque, oui, d'avoir perdu la moitié. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des toutes petites positions. En revanche, moi j'aime bien rentrer comme ça parce que ça veut dire que quand on se retrouve là, et si on casse par le haut, là je suis beaucoup plus à l'aise d'en prendre un peu plus, et j'ai un prix moyen où je peux mettre un stop qui est assez loin de la zone de cassure et je peux mettre un stop à zéro dès le début. En fait, je préfère, ça c'est vraiment de psychologie individuelle, hein. Je préfère prendre le risque en amont de me dire ok je perds, j'ai trop anticipé, mais être à l'aise ensuite dans la gestion de ma position pour que si quand je renforce à la cassure, me dire bah ok ça peut refluer de 50% du mouvement que ça a fait là, mais je sors au pire à zéro, plutôt que de me dire je rentre sur une cassure et je perds là. Bon, ça c'est vraiment des choix individuels. Je pense que le plus rationnel, ça serait d'attendre hein, la cassure. Mais voilà, moi j'aime bien avoir des positions avec un bon prix d'entrée parce que j'ai plus de facilité ensuite à les gérer sereinement et à pas vouloir me précipiter à prendre des gains parce que je prends plus le temps d'essayer d'accompagner la tendance. C'est pour ça que je fais comme ça. Voilà sur les XRP, donc potentiellement toute petite position ici, un renfort ici, et puis un stop que je mettrai pas physiquement à cause de la volatilité sur ces marchés, mais que je me mettrai sur le graphe et que je couperai manuellement si ça doit arriver. Voilà, bah, j'ai terminé cette semaine, enfin cette présentation de la semaine. Je ne fais pas donc les obligations ni les matières premières parce que j'ai pas encore eu le temps de faire la vision 2026 sur ces deux classes d'actifs. Je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine. Bon, c'est moins urgent, même si c'est intéressant ces deux autres classes un petit peu en fond de portefeuille pour euh, pour amortir la volatilité de l'ensemble du portefeuille action. Mais en même temps, comme je parle déjà beaucoup des outils de protection et des achats de warrant put, pour l'instant, on peut aussi gérer la volatilité comme ça. Voilà, je vous remercie et vous dis à très bientôt.